Les entreprises tech face aux défis de la féminisation et de la parité. Si le sujet vous paraît redondant, eh bien c'est normal. Malgré les efforts fournis par certaines entreprises, les dispositifs gouvernementaux mis en place pour inciter cette parité, les femmes ne représentent aujourd'hui que 26,9% des effectifs dans les métiers du numérique, selon l'association Femmes Numériques. Nos deux invités vont nous aider à expliquer ces chiffres et tenter d'apporter des solutions. Léane Bonhomme, Chief Impact Officer de Little Big Connection, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Merci. Little Big Connection, c'est une scale-up française qui propose des solutions technologiques innovantes dédiées au nouveau monde du travail. Lucie Bordelais nous accompagne également, directrice générale de Figma France, une plateforme de design. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Mesdames, sur l'état des lieux, d'abord, qu'est-ce qui vous frappe le plus, Léane ? Eh bien, peut-être pour vous remettre un peu en contexte, nous, Little Big Connection, donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, on est dans cet univers, donc on accompagne des grandes entreprises à travers un logiciel qui vient piloter donc toute la partie prestataire externe. Donc on a une communauté aussi d'environ 400 000 experts, donc freelance et consultants, qu'on met à disposition de nos entreprises. On a environ 300 talents répartis à travers 18 pays dans le monde. Je vous dis ça parce que notre perspective, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat le plus fort qu'on a, c'est que cette tendance-là, elle n'est pas que française pour moi. Typiquement, je pense, en France, vous l'avez dit, 26%. Au Canada, là, d'où moi je suis originaire, on a des chiffres qui sont très similaires, donc on va être à 30%. Le leader actuel mondial, en Norvège environ, 34%. Donc je pense que mon premier constat, qui est celui de dire que ce n'est pas qu'en France, c'est un constat mondial qu'on arrive à voir aujourd'hui. C'est intéressant de le préciser. Lucie Bordelais, vous, qu'est-ce qui vous frappe le plus et puis comment ces chiffres, c'est vrai, ont évolué? Je le disais, ce constat-là, il paraît redondant, on en parle beaucoup. Ces dernières années, comment ils ont évolué, ces chiffres? Alors, moi, je pense que oui, c'est pas très positif. Mais en fait, si, ça l'est. Parce que quand vous regardez les jeunes générations, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, en fait, ça bouge. On voit des femmes, alors elles sont un peu plus jeunes, elles sont peut-être pas encore CEO, CTO, etc. Mais je pense que les choses bougent. Peut-être moins dans l'environnement de la tech dure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ingénieurs, les développeurs, etc. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça bouge. Par exemple, moi, on adresse nous les designers, les designers web. Les chiffres sont meilleurs. Ils sont bien meilleurs parce que c'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 15 ans, grosso modo, c'était les ingénieurs qui faisaient les interfaces digitales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les sites internet il y a 10 ans, c'était super moche. On a dit, c'est très très bien, messieurs. On va peut-être prendre des gens qui vont faire des belles interfaces et qui vont regarder finalement comment rendre de l'ergonomie à tout ça. Dans ce métier-là, qui est un métier jeune, qui est moins tech, où il y a beaucoup de reconversions, beaucoup de premiers entrants, etc., on est à 50-50. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, il y a quand même des choses très, très positives à mon avis qui arrivent. Bon, c'est bien, on va rester sur l'optimisme tout de même, mais ces chiffres-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les solutions proposées aujourd'hui, je le disais, il y a des entreprises en effet qui font des choses, le gouvernement aussi essaye de favoriser cette parité, notamment dans le secteur du numérique. Les solutions proposées aujourd'hui, est-ce qu'elles elles sont complètement inefficaces? Est-ce qu'elles ne sont pas respectées aussi par les entreprises? Comment on explique quand même ces 26,9%? Pour moi, il y a un élément aussi qui est assez important, c'est que... Pas respecté, pas encouragé, voilà. Ouais. Comment on explique ça? Il y a une espèce de discrimination qui est toujours présente au final. En fait, je pense qu'il y a un premier élément qui est de dire qu'il y a une certaine image qui était ancrée dans la tête des gens. Donc, cette espèce d'image qui nous a fait en sorte de créer des biais dans notre façon de concevoir certains rôles. Donc, aujourd'hui, on a, je pense, des espèces d'images qui sont difficiles à transformer parce qu'elles viennent déroger à une règle qu'on a imposée dans nos têtes. Bon, j'ai envie de dire, nous, peut-être qu'on n'est pas dans cette situation-là parce qu'on fait l'effort de tuer ces biais. Par contre, il y a beaucoup d'organisations qui vont avoir ces biais-là qui vont être présents donc dans la description de poste, par exemple, dans la recherche d'un profil. On va s'imaginer une personne type et ça ne va pas correspondre justement peut-être au plus talentueux ou à la plus talentueuse dans ce cas-ci. Donc, je pense que pour ça, il y a ce biais à casser. Et on en parlait tout à l'heure justement de dire que c'est peut-être d'avoir des rôles modèles qui viennent doucement diminuer ces biais et qui nous amènent à parler de... Oui, parce que là, vous parliez du côté des entreprises, du côté des candidats, candidates. Le fait aussi d'être peut-être sous-représenté peut finalement décourager aussi, ça peut être un cercle vicieux. Lucie? Complètement. Moi, je pense qu'effectivement, le gouvernement peut faire plein de choses, mais à la fin, le gouvernement emploie certes des gens, mais peut-être pas les gens dans la tech. Donc, c'est les entreprises qui doivent faire des choses. Et vous parliez du recrutement. Je pense que le recrutement, c'est un moment absolument clé qui fait que, oui, on est là pour recruter quelqu'un, mais c'est aussi le candidat qui doit vous choisir. Et donc, il faut que les femmes
choisissent la tech plutôt que autre chose. Et donc, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place quand on fait du recrutement et qu'on veut que ce soit un recrutement qui pousse à la parité, ou en tout cas que tout le monde soit représenté, parce qu'on parle effectivement des femmes. Il y a aussi plein d'autres sujets de représentativité de minorités qui sont complètement dans la même veine. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, on s'assure que le pipeline d'entrée soit relativement divers. On n'arrivera pas toujours à la parité dans le pipeline d'entrée, mais si vous avez un poste pour lequel vous recrutez et qu'on arrive, on dit j'ai 3 types blancs super, je dis bah, écoutez, c'est super, on ne commence pas. Donc, vous me trouvez quelqu'un d'autre à mettre, et donc que le meilleur gagne évidemment, mais qu'on commence déjà sur un pilier d'égalité. Donc ça, c'est un truc que nous on fait. La deuxième chose, c'est qui vous mettez dans les panels. La même chose, si moi j'arrive pour me présenter un job et je rencontre 5 personnes qui ont toutes le même profil, et qui n'est pas le mien, ben, je ne vais pas forcément me sentir super à l'aise. Il y a ça. Les questions que vous posez, est-ce qu'on pose toutes les mêmes questions aux mêmes candidats, ou est-ce qu'on laisse les intervieweurs poser des questions qui ne sont pas les mêmes? Donc nous, on a par exemple vraiment des questions cadrées. Et quelles sont les questions qu'on pose? Chez Figma, moi j'ai passé 7 entretiens pour Figma, et à la fin, j'ai passé 7 entretiens de culture. En fait, on ne m'a posé que des questions de culture. Alors, il y a quelques questions techniques, mais ben, quand vous faites ça, vous créez une adhésion entre le candidat et la boîte qui est très fort. Et donc, dites-vous toujours, je recrute, en fait, je dois donner envie. Si je veux recruter des femmes, je dois donner envie aux femmes. Effectivement, qui je mets dans le panel, quelles questions je pose, et poser que des questions techniques, ça va faire sortir certains types de profils qui ne sont pas forcément ceux que vous cherchez. Le recrutement, c'est la clé, oui, déjà. Nous, on est assez alignés, effectivement. On s'assure, typiquement, j'aimais beaucoup l'exemple, on fait la même chose au niveau du recrutement, c'est-à-dire d'avoir au moins une femme présente dans le processus d'entretien. Donc, un candidat ou une candidate qui va se présenter chez nous va nécessairement voir à la fois des hommes, mais aussi des femmes. Ironiquement, là, il y a quelques temps, chez nous, on cherchait un profil et c'est l'inverse, on n'a vu que des femmes. Et elle me dit, bon, je dois aussi lui présenter des hommes. Honnêtement, on doit aussi, parce que là, on a tellement mis de l'avant la parité qu'à un certain moment, c'était l'inverse. Mais de façon anecdotique, mais de façon générale, effectivement, on s'assure que dès le processus d'entretien, il puisse y avoir une certaine visibilité. Et effectivement, non seulement je pense, présenter les questions qui sont différentes, mais aussi des avantages qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. On doit venir présenter des choses qu'on est capable de faire qui sont peut-être un peu différentes. La façon dont on aborde... On n'attire pas une femme de la même manière qu'on Mais attire non, un homme. exactement. Et par contre, il y a certains hommes qui vont apprécier justement qu'on ait ce ton parfois un peu différent aussi dans le processus. Mais quand on vous écoute toutes les deux, on a l'impression qu'on ne manque pas de candidates. C'est-à-dire qu'on arrive à les trouver, ces profils, si quand même, parce que c'est ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure. On parle beaucoup aussi souvent d'autocensure de la part des femmes, avoir du mal, elles ont du mal à se lancer dans ce métier-là, peut-être par manque aussi de rôle modèle, c'est ce que vous disiez. Il y a des blocages encore ressentis à l'idée de se lancer dans cette filière du numérique. Alors, moi, je recrute une population très jeune, pour le coup. Moi, je suis la plus vieille de tous. Et chez les jeunes femmes, il y en a. Par contre, effectivement, moi, j'ai un sujet, alors qui n'est pas le sujet du jour, mais j'ai du mal à recruter des personnes qui ont entre 55 et 60. Ouais. Et vraiment, et même quand je dis 55, 50 et 60. C'est quelque chose qui n'est pas représenté chez nous. Et quand je pousse mes recruteurs à dire « trouvez-moi des profils de personnes plus âgées », ils ont beaucoup de mal. Et alors là, il n'y a pas de femmes. Donc ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a un décalage de génération. Sur les jeunes générations, honnêtement, on a moins le sujet. Mais à nouveau, c'est des gens qui ont plutôt 7-8 ans d'expérience. Donc on n'est pas sur des top profils aujourd'hui encore. Donc sur ces jeunes générations, pour rester sur cette question-là, il y a encore, je ne sais pas, des préjugés. Je ne sais pas, quand vous discutez avec ces jeunes qui arrivent sur ce marché du travail, il y a encore des blocages? Alors moi, ceux que je vois, ils se disent il y a de l'argent. En fait, super clair. C'est un métier. C'est pour ça aussi qu'on veut qu'il y ait des femmes et plus de femmes dans la tech, c'est que ce sont des métiers qui payent bien. Ouais. Ce sont des métiers où, en plus, dans la plupart des boîtes de la tech aujourd'hui, on est, en tout cas, qui se veulent être un peu représentatives, on essaye d'avoir des grilles de salaire où, en fait, les femmes et les hommes sont payés exactement pareil. Donc, à un niveau donné, je connais exactement combien gagne mon équivalent. Pour les femmes, elles se disent bingo. Moi, je veux être dans une entreprise où je sais que je serai payée la même chose que mon collègue. Donc, je pense qu'au contraire, il y a plein de jeunes femmes qui voient l'intérêt des boîtes de la tech, en tout cas des boîtes de la tech type américaine, d'une certaine taille, etc. C'est peut-être moins vrai sur les jeunes pousses, où on est plus près de ses sous et on fait très attention, et peut-être qu'on aura un peu moins de vergogne à recruter un peu moins cher quelqu'un qu'on peut recruter un peu moins cher. Sur cette question des candidates, vous constatez la même chose? Elles sont là, quand même, tout de même. Elles sont là. Par contre, c'est pas nécessairement toutes les entreprises qui vont faire l'effort d'aller les chercher. Ouais. Donc, c'est peut-être ça aussi
le problème à ce moment-là, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être un vivier important, mais on ne sait pas nécessairement comment aller les récupérer ou comment aller les chercher. Donc, une entreprise aujourd'hui qui voudrait féminiser, on va dire, à 40% sa direction, il faut absolument qu'elle fasse l'effort d'aller les récupérer. C'est un peu comme faire de la reforestation. La graine qu'on plante aujourd'hui, c'est dans 30 ans que c'est un arbre mature. Et donc, l'entreprise, elle doit être capable de faire aujourd'hui des changements dans la façon dont elle vient l'aborder. Et donc, on parlait justement de certains exemples. Nous, on a écrit un livre blanc sur le sujet de 12 entreprises qui parlent de leurs bonnes pratiques, de comment attirer et comment changer les choses. Donc, 12 entreprises plutôt bonnes élèves dans la tech. On a réalisé ça parce que on se positionne aussi comme plutôt bon élève sur ce sujet-là. Donc, on est allé chercher des inspirations d'une douzaine d'entreprises pour aider à prendre le pas. Parce que les entreprises, souvent, elles ne savent pas par où commencer. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail pour elles, les entreprises, où il y a 2-3 solutions qui sont finalement pas très difficiles à faire. Il y a toujours des choses à faire, mais si on est un dirigeant et qu'on vise la perfection tout de suite, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, je pense que le premier, c'est activer le mouvement. Il faut d'abord et avant tout commencer par la première chose. Typiquement, une des premières choses qu'on peut faire, c'est vraiment voir l'état des lieux, mesurer la situation réelle. Donc, une entreprise qui se dit, je veux tout changer, je veux être paritaire, il faut commencer à savoir par où on part. Un peu comme quand on fait un régime. On ne va pas tout de suite se dire, on va voir aussi où je veux aller si on n'a pas le point de base. Oui, on fait un audit, un diagnostic. Voilà. On dit voici où est-ce qu'on en est. Et à partir de ça, là, après, on peut s'inspirer de ce qui est fait un peu partout, qui était d'ailleurs le but de notre livre blanc, mais ce qui existe partout ailleurs, ce qui est le but de faire des rencontres comme aujourd'hui ici, c'est de nourrir ces gens-là qui sont peut-être à la recherche d'idées, qui vont pouvoir s'approprier chez eux aussi. Des exemples d'idées, par exemple on a parlé tout à l'heure, le mentorat. C'est super pertinent. Nous, on le voit aussi beaucoup, on s'est nourri d'expériences à l'international. Je vous disais, en début, là, on est très présent internationalement parlant. On est allé chercher des idées comme ça, d'un peu partout dans le monde, de ce que font les entreprises. Donc, pourquoi ça marche, le mentorat, selon vous ? Parce qu'on se sent moins seul, on se sent accompagné. Et le mentorat, plus comme du coaching, plus comme d'avoir quelqu'un avec qui réfléchir. Donc d'avoir un esprit similaire au sien, ou du moins qui réfléchit un peu comme soi, ça aide beaucoup. Donc je pense que vous le faites aussi chez vous, mais je pense que le mentorat, le processus de recrutement plus inclusif, d'avoir donc des femmes dans le processus, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment faire une différence. Et qui ne sont pas si difficiles à mettre en place. Le mentorat, votre avis là-dessus, Lucie ? Alors le mentorat, c'est extrêmement important. Le réseau de façon plus large, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intérieur de l'entreprise, mais on n'a pas forcément envie de faire toute sa carrière au même endroit. C'est super d'avoir un magnifique réseau en interne. Le réseau un peu plus vaste, c'est aussi très important. Alors nous, par exemple, pour la Journée de la Femme, on a fait un petit événement avec Hexagon UX. Hexagon UX, c'est une association de femmes dans le design de l'expérience, donc UX, qui fait du mentorat. Et qui donc a des... Et c'est pas des mentorats très longs, on fait des sessions de 6 mois. On prend des femmes qui sont en position de pouvoir, des jeunes femmes qui arrivent sur le marché, et on met en paire, et après ça, on se retrouve tout ensemble, régulièrement, pour discuter, etc. Et donc ça veut dire que ça fait une entrée dans le monde du travail qui est avec les yeux vers le ciel, quoi. Et c'est vachement important. C'est vachement important d'arriver quelque part en disant... Où est-ce que je peux aller et pas se dire je peux aller voir ce qu'on voit dans son entreprise. Parce que parfois, ce qu'on voit dans son entreprise n'est pas parfaitement excitant et ça n'est pas représentatif de tout. Donc moi, je suis tout à fait d'accord, le mentorat et le réseau de façon générale. Et, le réseau, ça marche bien les pour les femmes qui sont dans la tech, elles sont prêtes à s'engager de cette manière-là. Il y a une solidarité, on a envie d'amener les jeunes talents, j'imagine. Oui, ça marche bien parce que les femmes s'engagent aussi. Elles ont envie aussi, effectivement. Et on parle de profils dans la tech, mais dans la tech, il n'y a pas non plus que des métiers de tech. Donc oui, il y a des métiers, évidemment. Nous, notre responsable produit, c'est une femme, mais on a aussi notre responsable de la finance, donc notre CFO. Chez nous, c'est aussi une femme. Donc, elle n'est pas un profil tech, mais elle est dans l'univers de la tech. Donc ça aussi, je pense qu'il faut arriver à démystifier cet élément-là que si je veux travailler en tech, je dois nécessairement avoir un profil technologique. C'est pas nécessairement le cas. On est tout à fait capable d'être du coup, CEO, c'est pas nécessairement un profil. En sales, c'est pas nécessairement que des profils tech. Donc d'arriver aussi à diversifier ça puis démontrer. On parlait de rôle modèle encore une fois. Ça, pour moi, c'est crucial de voir une femme CFO. Et on normalise cette image-là. On parlait de biais tout à l'heure, mais le biais, il vient de s'effriter. On arrive à le concevoir. Pour l'instant, dans les instances dirigeantes, les chiffres sont encore plus bas, plus affligeants que ceux qu'on a entendus tout à l'heure, Léane. Oui, les chiffres ne sont pas excellents. Donc, les postes de direction en France, le CAC 40, c'est 20 le Next 40, c'est 18 pour
pourcentage de femmes, on est à 5% CEO. Donc, on n'est pas, c'est pas reluisant. Et je refais le parallèle avec un peu partout à l'extérieur, dans d'autres pays du monde. Je reprends au Canada, on est à 30%. Encore une fois, c'est pas fou. Les postes de direction sont encore à pourvoir. Par contre, on reste moi, je suis assez d'accord avec l'élément qu'il faut plutôt viser le futur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut amener de bien. Les chiffres sont pas excellents, mais voyons ce qu'on peut faire parce que c'est en changeant maintenant que dans 10 ans, on a changé aussi la face de la tech. Mais vous parliez tout à l'heure d'un mindset qui est encore difficile parfois pour certaines entreprises. Je ne sais pas quels peuvent être les préjugés aujourd'hui de certaines entreprises de la tech qui se diraient c'est pas forcément une bonne idée d'engager des femmes. Je pose la question, voilà, juste pour qu'on comprenne. Les femmes ont des enfants, parce que les hommes n'ont pas d'enfants, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils n'ont pas d'enfants, non, donc c'est pratique. Non, mais je pense qu'il y a encore un vrai préjugé là-dessus, sur est-ce qu'elle va donner tout à son travail, etc. Et donc là, je pense que... De la même manière que dans les autres secteurs, finalement. De la même manière que dans les autres... Bah oui, là, on est sur la même chose. Sauf qu'il y a cette image de la tech où ça va très, très vite, il faut changer, il faut être... C'est un monde qui va, en tout cas, vite, c'est vrai. Mais là aussi, on peut faire des choses. Il faudrait que les hommes aient des enfants. Donc nous, on a plein de solutions là-dessus. Par exemple, chez Figma, et c'est le cas de beaucoup de boîtes tech, on dit, le congé paternité va être aussi long que le congé maternité. Et vous n'êtes pas obligé de le prendre, on n'oblige personne à rien faire. Moi, c'est très recommandé. Et puis, si vous ne le faites pas, votre manager va quand même vous dire bon, je ne comprends pas, tu ne veux pas t'occuper de tes enfants. Donc, il y a aussi ça à changer, je pense, qui va au-delà de la tech et au-delà de tout ça. C'est une culture d'entreprise. Les femmes au travail, quoi. Et les hommes au travail. Est-ce qu'on peut vraiment demander aux gens d'être présents au week-end en fait, si vous ne pouvez pas le demander à une femme, parce que les femmes, aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai aussi pour les dirigeantes, restent beaucoup plus impliquées dans les tâches à la maison. Donc, si vous amenez les gens au burn-out, si vous demandez une implication de tous les moments, de tous les instants, oui, vous aurez plus d'hommes mécaniquement. Mais il y a une agilité en plus dans certaines startups, c'est vrai. Donc on peut se dire que ça peut être plus facile aussi pour plein d'entreprises de la tech de passer ce cap-là. On peut aller plus vite. On peut le normaliser surtout. Et on peut le normaliser, oui. Parce que j'étais... je reprends l'anecdote parce qu'elle est parlante, mais j'étais la semaine dernière à Barcelone. On fêtait les 10 ans de la boîte. J'étais avec l'équipe qui est basée là-bas et j'avais une jeune fille qui me disait en fait, moi, depuis que je suis chez Little Big Connection, j'ai normalisé effectivement le fait d'être mère et d'avoir une carrière. Première fois que je réalise que c'est tout à fait possible parce que dans l'Excom, donc dans notre comité exécutif, on est 4 femmes, 3 d'entre nous avons des enfants en bas âge et avons été en congé maternité dans les dernières années, les derniers mois. Donc elle me dit, mais en fait, je me rends compte que c'est pas du tout opposé, c'est tout à fait possible. Et elle l'a vécu comme une révélation. Alors que nous, on se dit, ça ne devrait pas l'être, en fait. Mais c'est peut-être ce genre d'élément-là qui va venir faire en sorte qu'on va normaliser des choses qui ne l'étaient pas dans le passé, comme le congé paternité. Moi, j'ai une question. Je me suis posé la question en préparant cette émission. Est-ce que l'une de vous, ou est-ce peut-être que vous allez me dire non, serait favorable à l'instauration de quotas féminins dans les entreprises? Ou est-ce que justement, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on est en train de se dire, d'essayer de changer les mentalités et non pas imposer et forcer les entreprises demain à embaucher, à avoir 50% de femmes. Voilà, bonne idée, mauvaise idée, les quotas? Moi, je suis plutôt contre. Ouais. Mais... Mieux vaut faire un travail plus profond, c'est ce que vous disiez. Il faut forcément faire un travail plus profond. Après, je pense qu'il y a des endroits où ça a du sens. Je pense qu'il y a des bastions, type effectivement le CAC 40, type le monde de la politique. Je pense que sans savoir imposer des quotas en politique et sans pousser les gens, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Ça a bougé très très vite. L'Assemblée, c'est incroyable. Et ça, c'est passé par les quotas et les listes 1-2, 1-2, 1-2. Ce qui a fait jaillir plein de talents qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc je pense qu'il y a des endroits où ça a du sens. Je crois que nous, on est sur des métiers relativement jeunes et que j'espère qu'on peut vivre dans la culture et faire évoluer la culture. Léane, votre avis sur les quotas? En fait, je pense que c'est pas bien d'avoir une envie tranchée sur le sujet. Je pense qu'il y a des nuances à avoir sur le sujet des quotas. Je pense qu'effectivement, chez nous, si j'ai envie de dire, on doit en arriver là, c'est qu'on n'a peut-être pas réussi à mettre en place ce qu'on avait envie de faire. Donc, les quotas chez nous, aujourd'hui, on ne s'en impose pas parce qu'on a décidé de mettre en place un paquet d'autres initiatives qu'on considère être beaucoup plus pertinentes. À l'inverse, dans d'autres secteurs, si c'est une obligation qui vient se faire mettre en place, encore une fois, je reviens sur mon élément de normaliser la femme en entreprise. Dans certains secteurs, c'est ça qui va permettre cette normalisation-là. Donc, je pense que c'est pas un pour ou contre. Je pense que c'est plutôt un voyons si c'est la bonne solution à contexte donné.
Qu'est-ce qui, selon vous, fera véritablement la bascule, ou s'il y en aura une, voilà, qui permettra de se rapprocher d'une forme de parité dans le secteur du numérique demain? C'est peut-être quand on est une entreprise et qu'on a des bonnes pratiques, de donner l'exemple aux autres. On terminera là-dessus. Est-ce qu'il y aura une bascule, ou est-ce qu'on va y arriver petit à petit Tu veux y aller? Moi, je suis une éternelle optimiste, j'ai envie de vous dire. Et oui, on va y arriver. Comment, quand, ça va dépendre aussi du niveau d'implication des gens. Je pense que de continuer à porter ce message, à l'introduction, vous dites c'est un sujet un peu redondant. Non, c'est pas redondant. On en parle beaucoup, mais parce que ça apporte aussi beaucoup aux entreprises d'arriver à se diversifier. Donc, le combat, qui n'est pas nécessairement un combat, mais qui est plutôt un changement, une transformation pour aussi un bien commun beaucoup plus large. Donc, moi, j'ai envie de vous dire oui, on va voir un changement. Et vous êtes toutes les deux optimistes, c'est super. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech. Liane Bonhomme, je rappelle, vous êtes Chief Impact Officer de Little Big Connection, et Lucie Bordelais, vous êtes directrice générale de Figma France. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le rendez-vous.